Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le Togo pense déjà à la relance de son économie post-Covid-19, les moyens et la stratégie à mettre en place. On en parle en début d'édition. Et puis, nous allons également suivre la Caisse nationale de sécurité sociale dans sa mission d'évaluation des entreprises en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. Le Togo, comme annoncé, pense déjà à la relance de son économie après la pandémie au nouveau coronavirus. Et déjà, les priorités se dégagent au regard des recommandations faites par la Banque mondiale. Décryptage et Kwissala. La relance de l'économie togolaise post-Covid-19 devra passer prioritairement par deux impératifs selon la Banque mondiale. L'amélioration de la qualité et la réduction des coûts d'accès à l'électricité et aux services de télécommunication, Internet et téléphonie mobile notamment. Au-delà de la démocratisation de ces services, l'institution de Bretton Woods met aussi l'accent sur la qualité des infrastructures et des services dans le secteur de l'énergie et des TIC. Cette recommandation cadre avec certaines actions menées récemment par la société civile togolaise. Le Togo gagnerait à bâtir une économie résiliente en mettant en application cette recommandation, précise la Banque mondiale. Une transition dont le succès dépendra fortement de la digitalisation de l'économie et permettra à l'administration publique ainsi qu'à l'économie nationale de continuer à tourner, surtout en période de crise. Pour anticiper sur les recommandations de la Banque mondiale, le Togo met les bouchées doubles. L'Office togolais des recettes va disposer d'une liaison Internet par fibre optique de 50 mégas symétriques. La réalisation de cette liaison sera assurée par le fournisseur d'accès Internet togolais Café Informatique à hauteur de plus de 25 millions de francs CFA. Les nouvelles installations devraient renforcer le système existant et rendre plus fluide la connexion Internet au profit de l'administration fiscale qui est à ce jour à une étape avancée de sa transition vers le digital. Depuis quelques années, l'administration publique togolaise se sert du digital grâce au projet e-Gouv. Le pays fait le pari d'un Internet haut débit disponible à 90% de la population d'ici à 2022. Déjà, le ministère en charge du numérique définit les meilleurs points de passage du réseau et les besoins des utilisateurs. Pour le gouvernement, l'enjeu du développement du réseau de communication très haut débit est devenu central avec son rôle de pôle d'attractivité, de productivité et de modernisation pour le pays. Commerce, santé, culture, agriculture, plusieurs domaines en profiteront. En septembre 2019, le taux de pénétration a atteint 60% selon le gouvernement et la présence active sur la toile chiffrée à 21% par HotSuite. Atteindre les 90% d'ici à 2022, c'est un défi que le gouvernement compte relever à tout prix. La Caisse nationale de sécurité sociale évalue pendant qu'on y est les dispositifs de sécurité du bien-être des employés sur les lieux de travail, une mission qui s'impose à la CNSS face à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Compte rendu et Kwissala. Togo, à l'entrée de la société comme à l'intérieur, des dispositifs mis en place contre le Covid-19, des lave-mains, gel hydroalcoolique, mais également des affiches visibles ça et là pour interpeller aussi bien les visiteurs que le personnel. En outre, d'autres dispositions spécifiques sont prises. Désormais, nous ne mangeons plus tous à la cantine, mais nous servons dans les takeaways que les employés emportent pour pouvoir éviter les attroupements à la cantine. Deuxième équipement à utilisation collective, ce sont nos véhicules et nos bureaux. Donc les véhicules de service par rapport aux actions spécifiques de Sim Togo, nous les désinfectons systématiquement chaque week-end. Les bureaux et les locaux de Sim Togo sont systématiquement aussi désinfectés toutes les semaines. Nous avons construit 2 nouveaux bâtiments à nos distributeurs et à nos clients sur le parking. Donc nous avons veillé à ce que les lieux d'attroupement ne constituent plus de véritables risques pour la société. En cas de permission ou de congé, les agents sont amenés à passer le test PCR Covid-19 avant de reprendre leurs activités. Le test les prépare à la visite médicale, une coutume ici depuis l'avènement du Covid-19.
par exemple un congé de plus de 8 jours ou bien une permission de plus de 8 jours, eh bien, il faut rentrer dans un système, dans un canevas, pour qu'on puisse rechercher s'il n'y a pas de risque, ou bien si vous n'avez pas eu à faire des activités à risque quand vous étiez en congé, et pour pouvoir protéger les autres qui sont en interne ici. Nous nous sommes dit que si le Covid-19 n'a pas pu fermer l'entreprise, et que si les travailleurs sont toujours exposés à ces risques, eh bien, ces travailleurs doivent aussi passer leur visite médicale. Donc on a dû mettre en place plein de protocoles pour pouvoir diminuer le risque de propagation de ce virus lors de cette visite médicale. Des dispositions du genre, plusieurs sociétés l'ont prise, mais d'une entreprise à une autre, le constat n'est pas le même. La Caisse nationale de sécurité sociale passe à l'analyse de ces dispositifs santé et sécurité au travail dans une centaine d'entreprises et pour cause. Quand nous allons analyser les dispositifs mis en place, c'est pour déterminer vraiment si ces dispositifs sont efficaces. Donc, ces dispositifs-là, ça permet de protéger les travailleurs qui travaillent dans les entreprises parce que le Covid-19 n'épargne aucune structure. Et comme ça, si ces mesures qu'on va identifier quelles sont les meilleures dans les différentes entreprises, donc nous allons vraiment mettre ça ensemble et faire une large diffusion au niveau de toute l'étendue du territoire pour toutes les structures, afin que cela puisse aider à réduire la propagation de la pandémie au sein d'abord des travailleurs et aussi en même temps ça va protéger les familles des travailleurs et c'est l'ensemble de la population qui va bénéficier de cette analyse des dispositifs mis en place dans les entreprises. La Caisse mène cette étude avec le ministère en charge de la Santé et celui du Travail et des lois sociales. Dans quelques-unes des 100 entreprises sillonnées par l'équipe, le constat est net. Depuis le début donc, de la collecte, c'est que nous avons pu mesurer que les entreprises, toutes ces entreprises ont pu développer quand même un dispositif de protection contre la Covid, notamment le port de masques, le lavage à main, la désinfection même des locaux et du matériel, et puis notamment aussi la prise de température pour le personnel dans l'entreprise. Il y a eu beaucoup d'intérêt que nous avons relevé par rapport à l'étude et donc à ce jour, elles ont pu collaborer et nous espérons qu'elles vont continuer donc, dans cette lancée pour la réussite de l'étude. Des entreprises publiques, parapubliques, privées et du secteur informel sont ciblées par cette évaluation. Le projet va permettre de prévenir et contrôler le Covid-19 et assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Le ministère en charge de la santé y croit. Le projet, au-delà de la limitation de la propagation de la maladie, aura un effet bénéfique en accroissant le bien-être des travailleurs, du personnel, dans les entreprises et aussi, je viens parler des formations sanitaires, et la bonne santé des entreprises. Le projet s'inscrit dans une vision avec des actions à moyen, à court et à long terme, par la mise en place des services et comités santé-sécurité au travail, sous donc l'assistance et la surveillance du personnel des services techniques du ministère du Travail, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À travers ce projet de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'idée est de relever les bonnes pratiques à implémenter dans d'autres entreprises installées au Togo. Objectif, leur permettre de mettre leurs collaborateurs à l'abri de la pandémie du Covid-19. Une société d'hommes responsables, c'est possible et la TBF y croit. Son projet initié à l'occasion donne déjà de l'espoir, même si l'initiative est dans sa phase pilote. Carmen Madje Akako pour le compte-rendu de la rencontre de restitution. La TBF a trouvé un moyen innovant pour réaliser sa mission. Impliquer les hommes et les jeunes garçons
dans la santé de la reproduction et la planification familiale. De janvier 2017 à décembre 2019, un projet a été exécuté à Tchévier, Vaughan, Palimé, à Fagnon, Lomé et Kara. Pour 3 ans de mise en œuvre, la TBF a réussi à promouvoir la masculinité positive, réduire les violences basées sur le genre et les mortalités maternelles et infantiles. Les résultats de ce projet sont ici présentés. Nous avions identifié des leaders communautaires, des leaders religieux, des jeunes garçons pour les constituer en école de Marie. C'est une institution idéologique qui permet de cultiver au sein des hommes la mentalité positive, l'attitude positive sur les questions de santé de la reproduction. Ces écoles de Marie ont permis de doubler l'effectif des accepteurs ou des utilisatrices de méthodes de planification familiale. Il est clair que le projet innovant de l'ATBF a connu un satisfecit impressionnant. Plus de 100% des hommes et garçons acceptent d'utiliser le planning familial dans les différentes zones d'exécution du projet. L'ATBF compte donc mobiliser plus de ressources pour étendre ce projet. Nous pensons que nous avons atteint les résultats escomptés et nous avons besoin de plus de soutien pour le pérenniser et pour le mettre à échelle. Ce projet est un projet qui met devant les hommes et les jeunes garçons pour qu'ils soient des relais d'information et des acteurs de changement afin que les femmes, les jeunes filles puissent avoir facilement accès aux services de santé sexuelle de la reproduction, dont la planification familiale. Ce projet de l'ATBF a été exécuté avec le soutien de la Fédération internationale de la planification familiale, IPPF, et mis en œuvre dans 3 pays dont le Togo. L'un des plus grands succès de ce projet reste le fait que l'ATBF a obtenu un autre projet de recherche et d'action pour la prévention des grossesses d'adolescentes dans les collèges au Togo. La suite de votre édition, le Haut Commissariat à la réconciliation, renforcement de l'unité nationale Ashkroun est à Daparan pour l'indemnisation des victimes individuelles de la région. Un agenda respecté de l'institution pour le bonheur des victimes. Compte rendu, Chazina Baga. Dans le respect strict des gestes barrières, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun ouvre sa session d'indemnisation des victimes individuelles dans la région des Savanes. Il s'agit pour l'essentiel des victimes non vulnérables recensées dans la région. Nous sommes à Dapan pour l'indemnisation des victimes de la région des Savanes. Nous l'avions programmé, mais à cause du Covid, ça a pris du temps. Donc toutes ces victimes qui sont dans la région des Savanes, la plupart ce sont des ayants droit et quelques survivants de ce qu'on appelle la faune. Donc ceux qui ont subi toutes ces violences psychologiques, morales, même physiques, par rapport à l'air protégé qu'on appelle la faune. Donc ils ont fait leur déposition à la CVJR, donc le Ashkroun est en train de les indemniser. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici dans la région des Savanes pour 2 semaines. 2 semaines au cours desquelles 2387 victimes vont rentrer dans leurs droits. Il s'agit d'une indemnisation qui vise avant tout l'apaisement des cœurs dans une démarche de réconciliation véritable. Pour ce faire, le Ashkroun s'est subdivisé en plusieurs équipes qui vont tenir des sessions à Dapaon pour les victimes de Tone et séquencées en Mandouri pour celles de Kpendial et Kpendial Ouest, à Tanjouar et à Nano pour les victimes de la préfecture de Tanjouar, puis à Mango pour les victimes de Loti et de Loti Sud. Je crois que toute la population togolaise a adhéré au processus d'unité nationale de réconciliation conduit par le Ashkroun et petit à petit, nous sommes sûrs que nous allons arriver à bon port. Les cœurs seront apaisés et nous allons nous retrouver entre
frères et sœurs togolais pour avancer. Le Ashkroun ne cessera jamais d'exprimer sa gratitude aux autorités, les plus hautes autorités du pays, parce que lorsque la CVG a déposé son rapport avec à peu près 30 000 victimes, ce n'était pas donné d'avance, personne ne s'attendait à ce que les autorités réagissent, donc ils ont réagi, donc débloquer les fonds nécessaires pour qu'on puisse indemniser les victimes pour apaiser leur cœur. Avec la présente session d'indemnisation dans la région des Savanes, c'est le cap des 10 000 victimes qui va être franchi sur le plan national. 20 000 victimes sont encore en attente de leur indemnisation et le Ashkroun dit s'efforcer pour leur apporter également le réconfort du gouvernement et la compassion de tout le peuple togolais. Voyons de plus près maintenant la procédure d'indemnisation que met le Ashkroun. Les victimes, comment sont-elles identifiées? Le processus dans son ensemble, un dossier signé Jazinambaga. L'une des exigences phares du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun lors de ces sessions d'indemnisation des victimes individuelles est que les allocations aillent effectivement aux vraies victimes ou le cas échéant à leur ayant droit. Ceci est matérialisé par un système de vérification et de contre-vérification qui jalonne le processus d'indemnisation. Tout commence ici par l'accueil et l'identification des attributaires. Nous procédons à la vérification d'identité en appelant les victimes qui ont été programmées. Nous questionnons par rapport au contenu de la déposition pour s'assurer effectivement que c'est la victime qui a déposé ou qui a eu à faire telle déposition. Si nous constatons effectivement que c'est la personne, nous validons et nous faisons rentrer le dossier au niveau des huissiers. Il arrive quelquefois de rejeter des dossiers parce que la victime n'a peut-être pas fait de déposition, qui a vu son nom sur la liste et qui veut se faire prendre pour la vraie victime. Donc c'est souvent des homonymies. Les informations recueillies lors de cette première étape doivent être encore consolidées par la certification des huissiers de justice qui attestent aussi de la sincérité des chèques émis par le Ashkroun. Les vraies victimes, il faut vérifier leur identité par les pièces qu'ils nous présentent, soit la carte d'électeur, le passeport, le permis de conduire ou bien la carte nationale d'identité. Et on vérifie les déclarations qu'ils ont faites à la CVG pour nous assurer que c'est effectivement, ce sont les victimes enregistrées avant d'autoriser les financiers à leur remettre les chèques et nous certifions également les chèques qui ont été remis à ces victimes-là. Il y a des cas de fraude, mais on arrive à gérer quand même ça. Il est donc clair qu'à partir de cette étape, seules les vraies victimes ou leurs ayants droit continuent le processus. Voilà pourquoi le Ashkroun procède à leur enregistrement, photo à l'appui, pour une raison précise. Si aujourd'hui le Ashkroun arrive à travailler, c'est sur la base de données que la CVJR a laissée. Et donc le Ashkroun également constitue une nouvelle base de données. Et à cette étape, nous enregistrons les victimes en prenant les informations, leur identité, leurs renseignements, leur résidence, leurs contacts. Et nous les prenons en photo pour garder dans les archives du Ashkroun. C'est une fois dans la boîte bien répertoriée que les attributaires sont dirigés vers les services de comptabilité du Ashkroun délocalisés pour la circonstance. À notre niveau, il y a une énième vérification qui est faite. Ce n'est qu'après cela que nous remplissons le chèque. Et ce chèque est transmis, n'est-ce pas, pour la remise officielle à la victime. Les montants varient de 420 000 à 2 100 000. Nous avons à peu près 4 catégorisations. Nous avons le montant de 420 000. Mais généralement, les 420 000 vont souvent aux victimes décédées. Nous avons 800. Nous avons 1 260 000. Et nous avons le montant maximum qui est de 2 100 000. Et le montant de 2 100 000 est accordé aux victimes que nous appelons les victimes vulnérables. Le clou du processus d'indemnisation est la remise officielle du chèque, précédée de conseils aux victimes ou aux ayants droit. Nous nous remettons les chèques aux victimes après une autre vérification des cartes, des noms, pour savoir si nous remettons le chèque à la personne indiquée. Nous leur donnons les informations relatives à la banque et comment ils vont s'y prendre. Les chèques ont une durée de validité d'1 an. Et s'ils sont des ayants droit, il faut qu'ils
se retrouvent tous pour décider de ce qu'ils vont faire de l'argent et avant d'aller à la banque. Une fois le chèque encaissé, les attributaires doivent encore se soumettre à un dernier exercice, une évaluation de leur satisfaction avec le psychologue. Il y a deux éléments. D'abord, le montant. Quelle appréciation ils font du montant de l'indemnisation et quelle appréciation ils font du geste que l'État a fait envers eux, le geste et puis le montant. Donc, ils s'expriment sur ces deux dimensions de façon globale. Quelle satisfaction? Est-ce qu'ils repartent à la maison, le cœur apaisé, ou bien ils repartent avec des manquements? La tendance, dans la majorité, ils sont satisfaits par rapport au processus, c'est-à-dire le geste de l'État. Comme c'est dans le cadre de la réconciliation, sincèrement, même si je me rappelle de tout ce que j'ai eu comme souffrance à moi, je prends ça, je remets ça dans les mains de Dieu et je pardonne. Donc je suis prêt à pardonner. Donc je suis satisfait parce que je viens d'avoir le chèque et je suis prêt à pardonner. Je remets tout dans les mains de Dieu. On est venu me déloger 15 B, après 12 B. Aujourd'hui, même si je dis que je ne suis pas satisfait, je crois que ce n'est plus la peine. Je n'ai plus rien à faire, donc je peux dire que je suis satisfait. L'étape suprême de ce processus, c'est que ce satisfecit conduise au pardon véritable, à la réconciliation et à la consolidation de l'unité nationale pour un Togo émergent et prospère, selon le vœu du président de la République. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué qui nous vient de la Direction générale de la police nationale. Depuis mercredi 16 septembre 2020, un message audio accompagné d'images circule sur les réseaux sociaux faisant état d'une prétendue tentative d'enlèvement d'enfants faussement attribuée à un ressortissant de nationalité hindoue. En effet, ce jour, 16 septembre 2020, aux environs de 9 heures, certains personnels du cabinet WAPCOS chargés de procéder à la reconnaissance de la ligne de haute tension du pylône 42 de la CEB à Dalavé, à partir duquel l'extension du courant électrique jusqu'au site du parc d'industrialisation d'Aditikopé PIA devrait se faire et se sont rendus dans le village d'Agbelouvé, canton de Pomé, à bord du véhicule immatriculé TG 6527 AP. Ne connaissant pas bien le milieu, l'équipage chargé de cette reconnaissance a sollicité auprès de sa grand-mère, le nommé Azanleko Komi, de la localité, âgée de 10 ans, pour les orienter. 5 autres enfants, par curiosité, les ont suivis dans la brousse. Ils ont ensemble effectué la reconnaissance à pied de la ligne en pleine brousse pendant que leur véhicule sur la voie suivait leur mouvement jusqu'à 4 km environ, et ce pendant près de 4 heures de temps. À la fin de leur mission, vers 13 heures, les membres de l'équipage rejoignent leur véhicule sur la route, toujours accompagnés des enfants. L'équipage décide de descendre un de leurs membres qui devait prendre part à une réunion à Aditikopé avant de ramener les enfants dans leur village. Les parents de ces derniers, inquiets de rester sans nouvelles de ceux-ci pendant plus de 4 heures, mobilisent les habitants du village et saisissent la brigade territoriale de la gendarmerie de Pomé, qui à son tour alerte les unités environnantes. À 13h30, la voiture arrive effectivement à Aditikopé avec 6 enfants à bord. La population, surexcitée ayant aperçu les enfants, s'en prend violemment aux membres de l'équipe, pensant qu'il s'agissait d'un enlèvement. Les forces de sécurité interviennent, estiment les personnels de WAPCOS, rétablissent l'ordre et conduisent les enfants à leur domicile.
Cet incident a occasionné des blessures sur les membres de l'équipe, de même que sur un agent des forces de l'ordre et des dégâts matériels importants sur la voiture. Le directeur général de la police nationale tient à préciser qu'il ne s'est en aucun moment agi de l'enlèvement d'enfants par les agents de WAPCOS. Il appelle les populations d'Adétikopé et de Kpomé au calme et invite les uns et les autres à cesser la diffusion de fausses informations de nature à alimenter une animosité contre la communauté hindoue. Par ailleurs, il souhaite prompt rétablissement aux blessés, communiqué signé du lieutenant-colonel Yaovi Ekpaoul. Des partenariats durables pour le développement des communautés. Certaines communes du Togo comprennent déjà l'enjeu et signent des conventions. Illustration ce soir dans le lac 1 et à Blita dans le reportage que voici. C'est une collaboration de longue date qui se renforce par cette convention. Le maire de la commune Lac 1 et le département des Yvelines confirment leur engagement à œuvrer davantage pour une décentralisation réussie et une bonne gouvernance en faveur du bien-être de la population. L'éducation, l'assainissement, le tourisme, l'agriculture, l'environnement sont les domaines ciblés par cette convention de 5 ans. Cette coopération a 4 axes. L'éducation, notamment avec le lycée technique qui s'est enrichi cette année de 3 nouveaux cycles pour que les apprenants puissent obtenir le baccalauréat. La salubrité à l'intérieur de la ville qui passe par l'enlèvement des ordures, mais également la création, la construction, la gestion de latrines publiques et des bouts de vidange afin d'aider les maraîchers qui constituent la grande majorité de la commune à migrer vers l'utilisation des engrais chimiques, vers les engrais naturels. Le renforcement de la capacité des agents municipaux afin de les former à appréhender au mieux de leurs compétences les meilleurs outils pour rendre des services aisés à la population. Et le 4e et dernier axe, non des moindres, c'est de nous accompagner sur nos chemins du tourisme. Cette coopération décentralisée est l'expression de la continuité de plusieurs actions menées depuis 2007 dans les lacs. Le lycée technique d'Aného-Glidi est le fruit de cette amitié, comme bien d'autres appuis pertinents. Le département d'Yvelines compte aller bien au-delà pour porter la commune des Lacs 1 au rang des grandes collectivités. Le maire d'Aného est venu, après son élection, nous rappeler dans les Yvelines tout le besoin de partenariat qu'il avait. Non seulement il fallait poursuivre, mais il fallait accompagner encore plus fortement cette vision et cette volonté. Nous allons, en fonction des moyens qui sont les nôtres, accompagner toute l'action d'aide à la bonne gouvernance, qu'il s'agisse de l'adressage, qu'il s'agisse de la maximisation fiscale. Et il faut amplifier ces services dans le secteur éducatif. On va réaffirmer les perspectives qui sont les siennes. On va continuer le travail sur l'assainissement, qui est exemplaire, avec l'aide de l'Union européenne qui est là, qui a beaucoup investi dans ces questions d'assainissement. Et puis, nous allons ouvrir aussi de nouvelles perspectives. On a beaucoup parlé de tourisme. J'ai donc donné instruction qu'une mission yvelinoise vienne vite ici à Néo pour établir avec M. le maire et ses équipes le schéma de développement touristique. Le président du département fera quelques visites dans la commune pour bien structurer l'appui et prendre en compte les besoins prioritaires de la commune. Une visite sur le site dédié à la création d'une forêt au cœur de la ville d'Aného lui a permis d'apprécier les efforts de cette collectivité en termes de reboisement. Visite choisie pour renforcer le partenariat entre Blita et le département des Yvelines en France. Pierre Bédier échange avec les 3 maires de la préfecture de Blita sur le partenariat entre leurs localités. Partenariat axé sur les projets de développement au bénéfice des populations respectives. La santé, l'agriculture, l'assainissement, entre autres domaines de coopération décentralisée.
avec la volonté du président de la République d'engager cette étape importante de la décentralisation, l'élection de nouveaux maires, il nous a paru utile de revenir à Blita et d'entendre la volonté réaffirmée très forte des élus de Blita, des 3 maires de Blita, d'engager avec énergie une coopération avec le département des Yvelines, ou plus exactement de reprendre avec énergie la coopération qui s'était un peu endormie. Il y avait un accord de principe sur cette coopération, que cet accord de principe allait commencer par la signature d'une nouvelle convention. Cette nouvelle convention, nous allons la rédiger très vite, pour la signer très vite. Elle aura d'abord un socle qui est celui de la formation et de l'élaboration des plans de développement. On creuse, parce qu'il faut faire des fondations très solides. Et c'est ce que nous allons faire, c'est des fondations très solides. Un tour au marché de Blita, une infrastructure économique et la visite de certains projets agricoles, l'autre temps fort du séjour de Pierre Bédier à Blita. Et ça nous donne un autre défi à relever pour que cette coopération réussisse. Avec la décentralisation, c'est une participation inclusive de l'ensemble des populations. Et pour que cette coopération aille de l'avant, le socle, c'est d'abord élaborer un plan de développement de chaque commune pour que les communes ne naviguent pas à vue, pour prendre vraiment en compte les préoccupations essentielles des communautés pour avancer. La coopération décentralisée entre le département des Yvelines et Blita remonte à 2007. Coopération qui a permis à Blita de bénéficier de nombreux projets et programmes visant à contribuer à améliorer le quotidien des populations. Encore un réseau de trafiquants de drogue dans les mailles de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et de blanchiment. Le réseau est présenté à la presse. Récit des faits. Robert Potogbe, commentaire Yasmine Koudia. Cannabis d'un poids total de 1541,60 kg était à bord de ce bus de transport en commun d'immatriculation GT21FGH en provenance du Ghana, poste frontière CB. Des produits dissimulés dans les friperies. Une fouille minutieuse de l'ensemble des colis a permis de saisir 1784 pains de cannabis d'un poids total de 1541 kg. Le bus avait à son bord 3 trafiquants, un Béninois, un Ghanéen et un Togolais chargés de convoyer la drogue du Ghana vers le Bénin en passant par le Togo. Ces intéressés, pour échapper au service de contrôle, utilisent généralement des véhicules de transport en commun ou des camions ayant une grande capacité de chargement pour le transport de la drogue dissimulée dans des ballots de vêtements pour faire croire à un commerce de friperie. L'Office de répression appelle à plus de vigilance et à collaborer avec les services de sécurité afin de démanteler ces réseaux de trafic de stupéfiants. Et je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 18 septembre 2020. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1640, 22 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1251, 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 348 et le nombre de décès est de 41. Communiqué rendu public ce jour par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Miji Yawa. Le Covid-19 persiste, la lutte s'intensifie au Togo, c'est le thème qui fera objet de débat tout de suite à 21h dans votre émission Au cœur de la nation. Anita Tigakou et ses invités se feront donc le plaisir de vous éclairer sur l'évolution de la pandémie au Togo. Soyez donc tous au rendez-vous. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours des nôtres. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.